sécurisée, c'est-à-dire les enfants ne sont pas dans les bonnes conditions à l'école. Depuis 2014, on arrive à totaliser plus de 414 jours, sans pour autant avoir étudié. Ce qui fait en sorte que la génération présente a déjà été enterrée d'une manière ou d'une autre. Et elle demande un soutien essentiel et un cas particulier pourvu qu'elle trouve la vérité et qu'elle trouve son droit qui lui est proprement reconnu. Excellence, Monsieur le Président, l'insécurité a poussé à beaucoup des enfants vivant dans la souffrance, sans pain, sans une nourriture, sans les moyens d'accéder à une vie normale, de se rallier aux groupes armés. Et dans ces groupes armés, ces enfants sont utilisés comme des boucliers. Les filles particulièrement, elles sont vulnérables à la violence, d'où elles sont utilisées comme des esclaves sexuels. Les garçons qui restent près des soldats sont aussi des soldats qui vont dans la guerre. Et pas seulement dans la guerre, ils servent de cuisiniers, mais aussi ce sont eux qui sont des espions dans la ville. Ces enfants, ils ne sont pas là par leur propre vouloir. Ils sont tombés dans cette erreur parce que la condition de vie les a poussés, les a menés à faire des actions impossibles. Cette façon de vivre sans parents, vivre comme un orphelin, délaissé par la communauté internationale, nationale, tant que locale. Cette façon de vivre sans pour autant avoir la capacité d'accéder à quelque chose, en voyant tous les autres enfants dans le bien-être, leur pousse à tomber dans des pièges de mercenaires, comme le ferait peut-être toute autre personne qui est conscient et qui voulait avoir la vengeance face à sa souffrance. La peine des enfants prend de multiples formes. Les adultes, c'est vrai, souffrent, mais pour les enfants, c'est le double. Puisque la guerre attire des violences. Et les violences sont ce qui victimise à grande partie les enfants. Les 16 formes de violence dont parle la communauté internationale sont visibles et tangibles ici dans la ville de Beni. Je ne sais pas quoi dire pour pouvoir vous signifier la souffrance des enfants d'ici, à Beni. Et la grande réponse à notre prière serait la venue de la paix, comme c'est elle qui porte et comme c'est elle la maîtresse de tous les droits pour nous les enfants de Beni. En particulier, on vous prierait de bien pouvoir prendre à charge, prendre à priorité la situation de Beni avant toute autre situation, vu son état de fait et vu les souffrances qui se vivent dans cette région du jour au jour. Monsieur le Président, je vous supplie de bien vouloir agréer la majorité des paroles des enfants de Beni et de bien vouloir accompagner le fait que les enfants de Beni ont passé 8 jours et nuits priant que leurs rêves soient une réalité, de bien vouloir les remettre dans une route où ils pourront continuer en espérant avoir une vie paisible et en espérant vivre dans la réalité des faits. Monsieur le Président, à vos honneurs, je vous remercie pour nous avoir attendus. C'est bon? Ok. Voilà. Excusez-moi d'être un petit peu bouleversé. Le jeune homme m'a vraiment saisi émotionnellement. Et je voudrais le remercier en tout cas et lui dire mon fils, je ne vous abandonnerai jamais. Vous devez le savoir. Bien. D'abord, permettez-moi à travers vous en tout cas, de présenter mes excuses à toute la population de Beni pour avoir finalement annulé le meeting populaire que je devais tenir. Je remercie les uns et les autres ici, particulièrement les chefs coutumiers, les représentants d'associations qui avaient mobilisé énormément ces 2 derniers jours
pour cet événement. Mais comme vous le savez, il y a quelques jours, j'ai adressé à la nation un message à propos de la recrudescence de la pandémie de Covid qui fait des victimes en grand nombre dans notre pays. La troisième vague est beaucoup plus virulente que les deux précédentes. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui devait d'ailleurs arriver ici comme administrateur, parmi les nouveaux que j'ai désignés pour gérer l'état de siège, qui malheureusement est décédé, paix à son âme. Et même parmi mes collaborateurs aussi, malheureusement, j'ai perdu le coordonnateur de la cellule climat des affaires que j'avais créée au niveau de la présidence, qui est décédé aussi de Covid, paix à son âme. Et dans notre délégation ici, il y avait deux généraux qui devaient venir avec nous, mais qui ont dû annuler parce qu'ils ont été testés positifs. Donc vous voyez, la Covid est déjà dans la région. Et donc je vous recommande vraiment, je vous recommande vivement de faire très attention. Cette troisième vague est encore plus dangereuse et beaucoup plus sournoise que les deux précédentes. Et elle fait beaucoup de dégâts. Donc prenons vraiment bien soin de nous prémunir. La seconde chose que je vais dire, je vais commencer peut-être à énumérer les points que vous avez énoncés ici. C'est la principale d'ailleurs, c'est l'insécurité. Ça fait des années que ce coin de la République, pourtant très dynamique, très engagé, très déterminé, très entreprenant, est en proie à la violence. Et au-delà de la ville de Béni, il y a le territoire et même au-delà du territoire. Je suis conscient des difficultés et vous devez savoir que la situation, elle est très complexe. Donc c'est-à-dire que nous n'avons pas affaire ici à un camp, un groupe visible, positionné en face de nous et que nous devons absolument attaquer, éliminer. Nous avons affaire à un type de guerre qui est asymétrique. Les spécialistes de sécurité vous diront que ce n'est pas une guerre classique. L'ennemi est sournois. La journée, on ne le voit pas, il disparaît, il se mêle à la population. Et la nuit, il apparaît de manière brutale, violente et cause la mort. Le jeune homme qui vient de terminer, mon fils l'élève, a dit qu'il y a même des enfants aujourd'hui, et c'est ça qui m'a vraiment fait de la peine. Des enfants devenus orphelins, abandonnés, qui sont récupérés par ces groupes, utilisés parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, et réinsérés dans la société comme indicateurs, comme espions, pour donner des positions, des informations qui vont servir aux adultes à venir causer la mort. C'est compliqué, mais en tant que responsable de ce pays, de cette armée, je peux vous dire que ça ne va pas du tout me décourager. Ma détermination s'en trouve encore d'ailleurs plus décuplée, parce que je vais en finir avec ces gens qui sont doublement criminels.
Parce qu'ils ne se contentent pas seulement de donner la mort, mais en plus ils sont en train de détruire des générations entières de Congolaises et de Congolais qui doivent servir cette nation demain. Et ça, c'est inadmissible. Nous utiliserons tout ce qu'il faut comme moyen pour éradiquer ce cancer. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai réuni les responsables militaires, les responsables de sécurité. Nous avons discuté. Évidemment, je ne vais pas vous faire le compte-rendu de nos discussions parce qu'il y a eu beaucoup de stratégies et de tactiques. Je peux vous garantir que nos forces armées vont monter en puissance de plus en plus. Vous avez évoqué l'état de siège, je l'ai entendu à plusieurs reprises. L'état de siège, rassurez-vous, n'a pas été décidé pour vous embêter. Loin de là. À un moment donné, il fallait une prise en main musclée, telle que seuls les militaires sont capables de le démontrer. Votre gouverneur, que je vois ici, qui est un homme que j'apprécie énormément et dont j'appréciais d'ailleurs le travail, il le sait. À chaque fois que je le recevais à Kinshasa, je le lui disais. Il avait mes encouragements. Votre gouverneur, disais-je, n'a pas été désavoué. Loin de là. D'ailleurs, dès que l'état de siège prend fin, et j'espère le plus tôt possible, il sera réhabilité. Sans aucun problème. Parce que c'est un homme en qui j'avais confiance et que j'appuie personnellement. Il le sait. Je ne le dis pas pour le flatter, il le sait. Mais il fallait que nous ayons un militaire. Vous savez qu'un gouverneur, c'est le représentant du président de la République. Et vous avez évoqué ici, avec raison d'ailleurs, la situation de notre armée. La manière dont nos militaires sont pris en charge, organisés, structurés. Quelqu'un a même donné des chiffres et j'ai apprécié. C'est vrai, il n'y a pas 21 000 hommes ici. C'est vrai, vous avez raison. Il n'y en a pas. Il n'y a pas 21 000 hommes. Donc tout ça, diriger ça de Kinshasa, c'était compliqué. Et le gouverneur, Karli Kassivita, qui est un civil, ne pouvait pas non plus forcément avoir accès à toutes ces informations. Donc il fallait un représentant du président de la République qui soit militaire pour percer ces secrets, ces confidences, ces magouilles, disons même ça comme ça, ces magouilles. Parce qu'il y a des gens qui trouvent plaisir à jouer avec la vie des autres pour leurs propres intérêts. Alors il n'y avait pas meilleure personne qu'un militaire de probité avérée, un homme à l'expérience qui n'est plus approuvé, pour justement m'aider à régler ce problème-là. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, votre armée, notre armée nationale, va monter en puissance de plus en plus dans les jours, les semaines et les mois à venir, grâce justement à cette décision. Et dès que les résultats seront obtenus, le gouverneur, son adjoint, seront appelés à d'autres missions. Et le gouverneur qui était là, qui faisait fonction avant, Karli Kassivita, va reprendre sa mission normalement telle que dévolue par la Constitution. Donc, vous n'avez pas à vous détourner de l'état de siège. Et je suis d'accord avec le représentant de la jeunesse. Il faut qu'on y réfléchisse, monsieur le gouverneur militaire, à utiliser les jeunes
à leur donner davantage de moyens pour qu'ils sensibilisent, surtout les jeunes comme eux, à comprendre la nécessité de cet état de siège. Vous devez aller vers les gens, rencontrer-les, parler avec eux, parce qu'évidemment, vous le savez, le succès des opérations militaires n'est pas souhaité par tout le monde. Même par des Congolais, c'est ce qui me choque. Et pire même par des habitants de cette région. Il y en a qui combattent cela, qui veulent que la violence continue. C'est inexplicable. Mais il faut continuer à sensibiliser et à expliquer aux populations le bien fondé de cette décision. Et surtout leur dire que ce n'est pas pour les brimer que nous avons pris cette décision, c'est au contraire pour les aider. Croyez-moi, chers compatriotes, je ne suis pas venu au pouvoir pour continuer à assister impuissant à la déglingue de notre population, de notre pays. Je suis venu au pouvoir pour contribuer tant soit peu à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Et dans les conditions de vie de nos concitoyens, la priorité, c'est la sécurité. Et j'ai toujours dit ça, tant que je n'aurai pas réglé ce problème de sécurité, pour moi, je n'aurai pas réussi mon mandat de président de la République. Donc, vous devez comprendre que c'est la priorité des priorités chez moi. Voilà pourquoi ce coin de la République, cette région de l'Est, c'est l'endroit où je me suis le plus rendu depuis que je suis président de la République. C'est un signe pour vous montrer que je suis de cœur avec vous. Je sais que c'est douloureux quand on perd des proches, quand on perd des connaissances. C'est le réflexe humain, c'est normal. Même moi, j'ai toujours dit, si j'étais à votre place, j'allais aussi me poser la question sur ce que fait l'État. Comment est-ce qu'on peut nous massacrer comme ça? Où est l'État? C'est vrai. Mais dites-vous bien, chers compatriotes, je suis arrivé et j'ai trouvé une situation. L'armée est une institution. L'armée, il faut la comprendre. Et moi, n'étant pas militaire, j'ai aussi besoin de temps. Ce temps, moi je trouve que je l'ai maintenant passé à comprendre ce qui se passe réellement. Et vous avez vu que dans le nouveau gouvernement, j'ai désigné comme ministre de la Défense un ancien militaire à la retraite. Parce que je voulais qu'au niveau du gouvernement, pendant nos conseils, nos réunions, que nous ayons aussi un spécialiste. En plus de mon staff personnel, chef de la maison militaire conseiller, et en plus du staff de l'armée, l'état-major général. Donc, nous avons besoin au gouvernement d'un militaire qui peut nous guider, qui peut nous orienter. Et je crois qu'aujourd'hui, tous les ingrédients sont réunis. C'est pour ça que je vous disais, je ne peux pas rentrer dans les détails, donner des stratégies, mais je pense que tous les ingrédients sont réunis. Maintenant, ce n'est plus qu'une question de temps. Nous allons éradiquer ce phénomène. Vous avez fait allusion à ma rencontre hier avec mon homologue ougandais. Il a aussi été question de sécurité. Et là, nous avons décidé de conjuguer nos efforts, ougandais et congolais, mais d'aller au-delà. Et ce n'est même pas une demande venue de moi, mais du président ougandais lui-même, qui a dit, élargissons même cette collaboration à toute la région. Donc tous les pays de la région. Et ceux venus de loin aussi, et j'en profite là pour rendre hommage à nos frères sud-africains, malawites et tanzaniens qui ne sont pas à côté ici, mais qui ont envoyé des forces dans ce qu'on appelle la FIB
la brigade d'intervention rapide. Et hommage spécial à nos frères kenyans qui, eux, ne sont même pas de la SADC, parce que les 3 autres pays étaient de la SADC. La décision avait été prise au niveau de la SADC, dans laquelle la République démocratique du Congo participe, est membre. Mais là, le Kenya a pris aussi soin de répondre présent à l'appel que la communauté internationale avait lancé pour renforcer la FIB, renforcer les forces nationales, les FRDC, et aider à éradiquer tous ces phénomènes de groupes armés. Donc, vraiment, nous sommes parés aujourd'hui. Nous sommes parés pour nous attaquer de manière radicale et efficace à cette gangrène qui est les ADF. Et je profite de l'occasion parce que vous représentez le peuple de Béni pour vous demander vraiment avec insistance de collaborer avec les forces armées et les forces de la police. Ne doutez pas d'elles. Ne vous méfiez pas d'elles. C'est vrai que par le passé, il y a peut-être eu des fautes. Mais aujourd'hui, notre devoir a été de réparer ces failles qui les ont poussés à la faute, pour leur permettre de ne s'occuper que de leur mission. C'est parce qu'on les abandonne, quelqu'un l'a dit ici avec raison d'ailleurs. C'est parce qu'on les abandonne, on les néglige. Et ce sont des êtres humains. Vous les mettez dans des conditions difficiles. Mais ventre affamé n'a point d'oreille, dit-on. Comment voulez-vous leur exiger le maximum de rendement? Ce n'est pas possible. Donc nous veillerons à cela, et c'est pour ça encore, je parlais d'état de siège, de la désignation d'un militaire à la tête de la province, c'est pour ça. Parce que lui, il sera chargé de cela, d'être au courant de tout ça, et de me tenir au courant, parce que c'est le représentant personnel et direct du chef de l'État ici. Voilà pourquoi j'ai militarisé un peu la gestion de la province. Vous allez m'en excuser, c'était assez brutal, mais c'est un mal pour un bien. Parce que le but recherché, c'est votre sécurité, votre bien-être. Et croyez-moi, je suis votre premier partenaire pour ça. Croyez-le. Alors, le deuxième phénomène là-dedans, toujours dans la sécurité, ce sont les groupes armés locaux, composés de nos compatriotes, qui, pour aussi des raisons de désespoir, des raisons de manque de visibilité, manque de débouchés, pensent que les groupes armés, c'est la solution. Ce n'est pas la solution. Parce que finalement, dans les groupes armés aussi, on n'a pas de débouché autre que celui de faire du tort, de prendre des biens, des biens qui ne vous appartiennent pas, de faire d'user de son pouvoir que l'on détient au bout du fusil pour se faire le droit sur les autres semblables, les autres individus. Ce n'est pas une solution. Et voilà pourquoi je peux vous garantir que le processus DDR sera mis en marche très bientôt. Normalement cette semaine, malheureusement je ne suis pas à Kinshasa, mais il était question que les animateurs soient désignés. Et la bonne nouvelle ici, c'est que nous avons déjà pour commencer, nous disposons déjà d'un montant de 50 millions de dollars, œuvre de la Banque mondiale, pour mettre en place une politique convenable. Et plus cette politique va marcher, plus nous aurons encore des moyens, parce que les promesses sont là, les engagements aussi, pour notre politique. Alors, le désarmement, la démobilisation, la réinsertion communautaire pour la stabilité des DRCS consistera justement à faire un suivi complet. À partir du moment où le rendu
ce signal jusqu'au moment où on va le réinsérer dans la société. Je sais qu'il va y avoir peut-être des problèmes. Il y a des gens qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux, des victimes qui vont reconnaître leurs anciens bourreaux, sûrement. Mais faites confiance à l'État. Nous serons là pour voir si nous n'allons pas, et je crois d'ailleurs que c'est ce que nous ferons, instituer une justice transitionnelle pour permettre justement de réparer ces blessures et de favoriser une réinsertion. Je sais que c'est difficile, mais il faut que notre pays avance. Et pour que notre pays avance, il faut à un moment donné tirer un trait sur tout le passé sale et déshonorant que nous avons vécu et regarder dans une nouvelle direction, ensemble et unis. Ce n'est que détruire notre pays. Et moi j'apprécie énormément cette partie de la République parce que je suis sûr que si on vous met dans les meilleures conditions, vous allez être les meilleurs au niveau des performances économiques. Parce que malgré les difficultés énormes que vous traversez, mais vous m'épatez par les exploits, les performances que je vois à chaque fois que je viens dans cette partie de la République. C'est vraiment admirable, ça fait plaisir à voir. Et c'est ça qui motive même encore à faire davantage d'efforts, parce que vous n'êtes pas un peuple paresseux, vous n'êtes pas un peuple de lâches, vous êtes des travailleurs, des gens qui ont toujours l'esprit d'entreprendre, et il faut vous accompagner. Et je le ferai. Alors, le responsable de la jeunesse a parlé de la justice, c'est vrai, j'en suis conscient, et même au moment où on parlait de décider de cet état de siège, il était question évidemment de cette justice qui allait être remplacée par les militaires et donc qui pouvait poser problème. Mais aujourd'hui, je crois que nous y sommes, vous le dites, il y a un problème de dossiers qui sont en souffrance, etc. Donc, nous allons voir si on ne peut pas faire un mix des deux, justice militaire et civile, les spécialistes nous le diront, pour faire avancer et débloquer les dossiers. Mais croyez-moi, je vais m'y pencher le plus rapidement possible. Alors, la demande d'appui de la société civile, je veux bien, mais je n'ai pas très bien compris appui dans quoi exactement et pourquoi. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Moi, j'ai besoin de la société civile pour m'aider à passer des messages à la population, m'aider à faire comprendre au peuple de Béni qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance et m'aider à les organiser davantage dans cette situation de difficulté, mais les organiser afin qu'ils continuent à aller de l'avant. J'ai été heureux d'apprendre que depuis 2020, normalement, il n'y a pas eu d'exaction ici. Bon, Béni est épargné certes aujourd'hui, mais il y a encore son territoire qui, lui, a encore beaucoup de problèmes et nous sommes en train d'y réfléchir. Nous y avons réfléchi aujourd'hui. Je vous ai dit, bientôt, vos souffrances prendront fin. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, développement des infrastructures, mais bien sûr, si j'ai été à Cassine d'hier, c'était pour ça. Parce que depuis que je suis arrivé à la tête de ce pays, j'ai voulu changer de paradigme. J'ai été au Rwanda, j'ai été en Ouganda, j'ai été au Burundi, des pays qui hier étaient considérés comme des ennemis, on va dire, par les Congolais, des gens à ne pas fréquenter. Mais moi, j'ai été les voir pour dire nous sommes frères. Nous n'avons pas choisi d'être voisins, c'est Dieu qui nous a placés là.
et nous allons être voisins à vie. Alors, pourquoi nous haïr? Pourquoi laisser à nos enfants, à nos petits-enfants et nos arrière-petits-enfants qui vont naître sans haine? Pourquoi leur transmettre cette haine de l'autre qui ne lui a rien fait? Donc, nous avons passé des années à nous détester, à nous faire la guerre, à nous déstabiliser. Regardons un peu les choses autrement. Construisons des ponts entre nous et bâtissons ensemble pour voir maintenant aussi ce que ça va donner. Parce que la guerre, la haine n'a rien donné. Maintenant, faisons la paix et l'amour et voyons ce que ça va donner. Et là, je suis sûr qu'on aura des résultats. Voilà pourquoi moi j'ai voulu rassurer et tendre la main à nos frères rwandais, ougandais, burundais, pour leur dire que c'est terminé cette vie-là. Nous sommes condamnés à être ensemble. Et d'entrée de jeu, j'avais fait la demande à la East African Community d'introduire, d'accepter le Congo, la République démocratique du Congo en son sein. Et aujourd'hui, c'est chose faite, Dieu merci. Ces pays nous ont acceptés dans leur communauté et il y aura des avantages considérables pour les opérateurs économiques de cette région qui bénéficieront des mêmes avantages maintenant que les autres, Rwandais, Ougandais et autres, qui leur faisaient de la concurrence sur la frontière grâce à leurs avantages tarifaires obtenus à l'entrée de Dar es Salaam ou de Mombasa. Donc voilà ce que je veux voir dans mon pays. Et ça ne va pas s'arrêter au projet de la route, à la réalisation de la route Kasindi-Beni Butembo que nous avons inaugurée hier. Ça va continuer. Il y aura d'autres routes et il y aura d'autres défis. Vous avez parlé de l'eau et de l'électricité. À ce sujet, je compte lancer plutôt un vaste programme, mais qui concernera tous les 145 territoires de notre pays. Nous sommes en train de le concevoir. Il y aura de très très bonnes choses, mais nous voulons développer le pays à partir de la base. Et donc, des moyens seront donnés à tous les administrateurs du territoire pour que le développement se fasse en un temps. Tout le monde aura le même budget, disposera du même budget, du même programme. Le but étant évidemment d'améliorer le social, mais surtout de réussir l'intégration de la République. Chaque territoire aura pour mission de se connecter à l'autre, au territoire voisin. Et ainsi de suite, tout le pays se trouvera connecté et cela impactera considérablement sur notre vie au quotidien. Je pense à l'approvisionnement en denrées de première nécessité, etc. Et même à la création, s'il y a de l'énergie, à la création d'usines, d'industries qui vont créer de la richesse, améliorer le pouvoir d'achat en créant des emplois, bien sûr. Donc, c'est un programme qui se veut ambitieux, qui sera lancé cette année, en tout cas, dès qu'il sera prêt, surtout dès que les moyens seront là. Parce que nous sommes justement en train de mobiliser les moyens. Vous m'avez vu descendre au Katanga assez récemment, à Kolwezi, pour voir les entreprises minières qui ont investi dans notre pays, qui sont les bienvenus. Mais j'avais été pour leur dire, écoutez les amis, je ne suis pas satisfait de notre partenariat. Vous ne pouvez pas venir dans notre pays en partenariat, en partenaire avec nous, et vous continuez de prospérer pendant que nous, propriétaires de ce pays, qui vous proposons ce partenariat, restons dans nos difficultés, notre pauvreté, etc. Non. Dans d'autres pays, ailleurs, en Libye par exemple, au Qatar, ils ont rien qu'avec un seul produit. La Libye c'est avec le pétrole, le Qatar c'est avec le gaz.
ils ont amélioré, mais ils ont fait un bond considérable. En une vingtaine d'années, ces pays s'étaient modernisés, mais d'une façon incroyable. Leur jeunesse était prise en charge totalement au niveau éducationnel. Et l'émir du Qatar me disait récemment que chez eux, le jeune homme qui termine ses humanités, qui choisit d'aller n'importe où, de rester au pays ou d'aller à l'étranger, on l'accompagne par le pays. Il ne paye rien. Et nous avons énormément d'actifs miniers, énormément. On a plusieurs produits et nous ne sommes pas capables d'assurer ne fût-ce que la gratuité de l'enseignement, d'assurer ne fût-ce que l'accessibilité aux soins de santé. Non, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et c'est pour ça que j'ai dit aux amis investisseurs, j'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. On doit tout revoir. Vous gagnez, nous gagnons. Voilà. Et c'est comme ça que nous allons reconstruire notre pays. Voilà, lorsque ce programme sera prêt, je le lancerai, vous serez au courant. Et je veux le lancer à partir de tous les territoires de la République. Et comme ça, après moi, mon successeur viendra et continuera là où je me serai arrêté, où se sera arrêté le développement. Donc voilà comment nous allons évoluer et je compte sur vous, sur votre accompagnement pour cela. Oui, quelqu'un a parlé d'audit des opérations. D'accord, totalement d'accord. Soukola, les opérations Soukola 1 et 2. 1 et 2. Bien sûr, il faut faire un audit. Je vous ai dit ici que nous sortons d'une réunion très importante dans laquelle j'ai mis beaucoup d'accent sur ce genre de choses. Le but pour moi, c'est pas vraiment de faire, c'est pas la priorité. C'est vrai que c'est une nécessité, mais c'est pas une priorité. C'est pas de refaire les contrôles financiers, etc., de comment est-ce qu'on a géré les choses. Non, c'est de commencer aujourd'hui et de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, c'est ça pour moi la priorité. Sécuriser davantage nos populations et on va le faire. Alors, la MONUSCO, l'implication de la MONUSCO, moi je crois que elle est nécessaire. Et je regrette d'ailleurs qu'il y ait eu à plusieurs reprises ces incompréhensions entre la MONUSCO et la population, surtout ici à Béni. Et je vous demande vraiment, s'il vous plaît, de ne pas vous en prendre à eux. Je comprends votre détresse. Je sais, je vous ai dit que à votre place, je réagirais peut-être de la même manière. La détresse, quand on l'a, on en veut à tout le monde. On a l'impression que même les arbres ne font rien. Alors, donc je comprends. Mais vous devez vous dire que cette force de la MONUSCO n'est pas venue pour nous faire du tort. Il y a peut-être des gens qui se sont mal comportés en son sein, c'est possible. Il faut les dénoncer, il ne faut jamais les protéger. Mais en général, je ne crois pas qu'ils sont là pour nous faire du tort. Il y a peut-être eu des incompréhensions au niveau des autorités. C'est peut-être ça, c'est à nous la responsabilité. Nous n'avons peut-être pas bien soigné ces relations et c'est à ça que je m'attelle tous les jours. Chaque fois que je les vois, les responsables de la MONUSCO, c'est pour leur dire comment est-ce que nous allons travailler ensemble pour l'intérêt de nos populations. Parce que c'est ça leur mission. C'est de nous aider à stabiliser le pays. Donc, on va davantage accentuer cette collaboration. Et d'ailleurs, j'étais heureux de recevoir ce matin, lorsque j'ai parlé avec les responsables des forces de sécurité, de recevoir un rapport positif sur une collaboration avec les forces de la MONUSCO qui a permis de neutraliser un groupe des ADF. Donc vous voyez que la collaboration est possible avec la MONUSCO et nous allons davantage l'accentuer parce que c'est pour ça qu'ils sont là. Alors le DDR, je l'ai dit, nous allons très bientôt désigner les animateurs, donc vous serez au courant.
et vous pourrez ainsi approcher ces personnes. Je vous le recommande en tout cas, il faut les voir, il faut les aider, mais également faire le travail contraire, c'est-à-dire voir nos frères et sœurs, s'il y en a, qui sont partis, qui ont gagné les groupes armés, les voir, leur parler et leur demander de quitter ces activités. Le Congo a besoin de sa jeunesse. Et dites-vous bien, même si vous avez raté votre parcours scolaire, ce n'est pas grave. Vous n'êtes pas à jeter dans la poubelle. Vous valez quelque chose. Vos mains valent quelque chose. Vos jambes valent quelque chose. Votre cerveau vaut quelque chose. Tout le monde n'est pas appelé à terminer forcément ses études, à faire de brillantes études. On a besoin des plombiers, on a besoin des électriciens, on a besoin des mécaniciens, on a besoin de cordonniers, on a besoin de cantonniers pour tenir nos routes, et on en aura des routes, que ce soit de dessert agricole ou de transport de circulation normale. Donc on a besoin de tout le monde. Ce dont nous n'avons pas besoin, ce sont des criminels qui ruinent notre économie ou qui tuent nos compatriotes. Ça, on n'en a pas besoin. Mais tout le reste qui va dans le sens de construire notre État, notre pays, nous en avons besoin. Ne vous découragez pas. Ceux qui ont été là-bas, sortez de là. Il y aura bientôt une politique pour vous réinsérer dans la société. Et l'agriculture, parce que je parlais des 145 territoires, l'agriculture aussi va être une des priorités. Mais l'agriculture demande énormément de travailleurs. Et nous en aurons besoin. Nous avons plus de 80 millions d'hectares de terres arables cultivables. Donc nous aurons besoin de jeunes gens forts pour qu'ils se lancent dans ces activités-là. Et demain, grâce aux moyens que nous générons, ils pourront obtenir des crédits et grandir dans leurs activités, créer de la richesse, créer leurs entreprises. Et c'est possible tout ça. Ce n'est pas imaginaire, c'est possible. Dans notre pays ici, le Congo, qui a tant souffert, c'est possible. Les gens pensent que nous sommes condamnés à demeurer pauvres, malheureux, dans l'insécurité. Non, c'est une question de volonté. Moi, j'ai cette volonté, j'ai cette foi, et je veux vous la communiquer. Ne soyez pas du tout découragés. La vie continue, nous devons nous accrocher à cette vie, surtout nous donner la main. Et ensemble, construire un meilleur avenir pour nous, pour nos enfants. Alors, oui, je vois aussi, je reviens un peu en arrière dans les échanges avec l'Ouganda. Quelqu'un a conseillé ici la traçabilité du cacao. Il a effectivement raison. Vous savez, le cacao, je parlais du pétrole pour la Libye, je parlais du gaz pour le Qatar, mais le cacao, est-ce que vous avez vu comment est-ce qu'il a transformé la Côte d'Ivoire? C'est le seul produit, la seule ressource, j'allais dire, la seule richesse que la Côte d'Ivoire a, la principale. Et vous avez vu les miracles que le cacao a fait en Côte d'Ivoire. Donc, c'est possible, c'est simplement un problème d'organisation. Le Congolais, au fil des années, a fini par douter de lui. Le Congolais a fini par ne plus croire dans son destin merveilleux. Et c'est ça que je veux redonner aux Congolais, la fierté d'être Congolais, la fierté d'appartenir à ce pays et de le développer. Nous sommes nombreux au Congo, des millions, donc bientôt on va commencer un recensement et nous saurons exactement combien de Congolais nous sommes. Certains disent 80 millions, d'autres 100. Donc ça veut dire que nous sommes potentiellement riches, humainement j'entends. Je ne parle même pas encore de nos ressources naturelles. Rien qu'en
potentialité humaine, nous sommes riches. Combien de cerveaux? Et comment on peut expliquer cette souffrance? Ça veut dire qu'il y a eu quelque part une cassure. On ne croit plus. Les Congolais ne se soutiennent plus les uns les autres, ne s'aiment plus. J'ai dit, il faut redonner l'amour du Congo et des Congolais aux Congolais eux-mêmes. C'est pour ça que je me bats. Et nous allons y arriver. Donc, nous allons travailler pour ça. La traçabilité du cacao, vous devez absolument en faire une ressource principale qui va générer énormément de richesses et d'emplois. Nous y travaillerons. Si c'est par l'Ouganda qu'il faut le faire, nous le ferons parce que les relations sont appelées à devenir excellentes. Nous allons travailler ensemble parce que c'est par eux que nous devrions d'ici en tout cas évacuer ces produits vers d'autres cieux. Donc nous sommes obligés de nous donner la main et de travailler de concert. Alors pour finir, oui, je voulais d'abord demander aux responsables de la jeunesse qui me demandaient un autre schéma. Je n'avais pas très bien compris, je ne voulais pas vous interrompre, mais j'avais dit que j'allais vous poser la question, répondez-moi, allez-y, oui. Qu'entendiez-vous par vous proposer un autre schéma? Je suis prêt à vous suivre, mais sur quel schéma? Nous, au niveau de la jeunesse, des moments passés, nous avons suivi la représentante de la MONUSCO en RDC. Je crois à l'époque c'était Leila Zerougui, si je ne me trompe pas, qui avait dit qu'il faut échanger avec l'ennemi. Il faut négocier avec l'ennemi. Quand elle arrive à un niveau de nous dire qu'il faut négocier avec l'ennemi, c'est que la MONUSCO maîtrise l'ennemi. Et donc, il faut aussi exploiter aussi ce schéma-là, pourvu que nous puissions avoir la paix. Parce qu'on dit souvent que la paix coûte cher. L'essentiel pour nous ici, c'est la paix. Par n'importe quelle voie, et que nous puissions avoir la paix. Donc, il ne faut pas aussi négliger ce schéma-là, aller vers la MONUSCO pour nous dire, pourvu que la MONUSCO puisse nous dire pourquoi elle avait envisagé aussi le schéma-là de chercher la paix dans ces sas, d'échanger avec l'ennemi. Bien sûr, maintenant je vous comprends mieux. Mais moi je vais vous dire une chose, est-ce que l'ennemi a demandé une négociation? Parce que c'est ça le problème. Quand on dit négocier avec l'ennemi, c'est parce que l'ennemi vous fait du tort pour une raison X ou Y. Mais est-ce qu'ici, l'ennemi a dit ce qu'il voulait? Je ne crois pas. Ah, peut-être. Mais je ne crois pas, je ne l'ai jamais entendu chez eux. Et donc je me dis, comment négocier avec quelqu'un qui vous tue? Non, il faut d'abord lui montrer que vous avez du répondant. Et si en le contrant, vous commencez aussi à lui faire du tort, ce sera à lui de demander maintenant de discuter. Alors peut-être là, on peut voir. Parce que nous n'avons rien fait à ces gens-là. Alors, au nom de quoi nous on va négocier? En plus des massacres qu'ils occasionnent dans nos rangs. Non. Je crois que nous devons d'abord leur montrer de quoi nous sommes capables et on verra. Alors, je voudrais terminer par mon ami. Viens, mon fils, viens. Toi qui avais parlé, je suis très fier de toi. Rappelle-moi ton nom. Katia Muhiwa. Comment? Jason. Oui. Jason, je suis très fier de toi. Merci. Tu as tenu des propos sans notes. Tu les as déroulés comme un enregistreur. Vraiment, tu es un garçon intelligent. Et je peux te promettre, mon fils, que je ne vous abandonnerai jamais. Vraiment, merci. Tu as failli vraiment me faire pleurer tout à l'heure parce que je n'ai jamais entendu cette version-là. Et aujourd'hui,
j'ai même changé mes propos parce que j'allais vous dire, le discours que quand j'avais demandé à vous voir, j'allais dire, dites aux adultes qui vous manipulent, qu'ils arrêtent de vous manipuler, je compte sur vous, je veux vous protéger. Mais c'est pas ça. Donc j'oublie, j'enlève ce discours. Parce que je comprends que c'est votre souffrance en fait. Vous n'êtes pas manipulé, c'est votre souffrance, vous la vivez. Vous, les élèves. Et nous n'avons pas le droit de vous regarder comme ça sans rien faire. Donc dites à vos camarades, le président a entendu vos pleurs. Et je sais que la principale de vos revendications, c'est la sécurité. Je vous ai dit ce qu'on va faire pour la sécurité. L'autre, c'est les conditions, vous l'avez dit, d'études. Et malheureusement, il y en a parmi vos camarades qui ont perdu leurs parents. Je le sais. J'ai reçu récemment d'ailleurs une délégation de Beni et Butembo à Kinshasa qui m'avait parlé de ce côté macabre des enfants qui avaient perdu leurs parents et qui ne savaient plus aller à l'école. Il y en avait un qui parlait de son ami qui ne savait plus aller, qui n'avait plus de moyens pour aller à l'école. Donc ça j'ai compris et je crois que la réponse ce sera la gratuité de l'enseignement que nous sommes en train de mettre en place de manière déterminante. Ça marchera parce que nous avons aujourd'hui un ministre qui est vraiment impliqué là-dedans à matérialiser cela et je suis sûr que ça marchera. Donc tes camarades vont pouvoir aller à l'école. En tout cas, ils pourront y aller gratuitement parce que l'État doit les prendre en charge. Merci. L'autre problème que tu poses, c'est aussi celui de la qualité de l'enseignement. Jason, tu as dit, vous avez perdu des mois et des mois. C'est vrai. Cela c'est peut-être ressenti sur votre qualité. Ça, je vais réfléchir. Nous allons réfléchir avec les spécialistes pour voir comment, dans les zones de conflit, dans les zones où la violence a empêché nos enfants d'aller à l'école, comment est-ce qu'on peut avoir des programmes spéciaux de rattrapage ou de remise à niveau pour leur permettre de ne pas avoir du retard sur les autres enfants de la République. En tout cas, j'ai vraiment envie de vous dire que je ne vous abandonnerai pas. Merci. Soyez forts, je vous protégerai. Dites-le à vos amis, à vos camarades, il n'y a pas de problème. Merci, papa. Merci Jason, merci beaucoup. Et pour finir, ça c'est juste un flash que je vais remettre à votre protocole. D'accord. Je vous prierai chaque soir avant de dormir de bien vouloir regarder ce qui est. C'est juste une version noble de la souffrance des enfants lorsqu'ils vous attendaient et leur discours à préparer comment ils devraient vous rencontrer. Puisque ça nous a coûté cher de bien vouloir veiller à ce que cette paix arrive, à tel point que certains parmi nous ont subi des blessures graves qui étaient poussées par peut-être les militaires de l'État et les gouverneurs. Il y a la sœur là-bas qui n'a plus les bras droits, qui n'a plus la possibilité peut-être d'écrire. Mais nous vous prierons à chaque fois que vous allez travailler sur cette question de sécurité, de bien vouloir ne pas laisser son bras se faire casser pour rien. De bien vouloir ne pas laisser nos 8 jours et nos 8 nuits ne pas se faire passer pour rien. De bien vouloir faire en sorte que les fouets que nous avons reçus, que la prison que nous avons subie, que l'injustice qui a été commise envers nous ne soit pas seulement là pour déplaire la population, mais que ça soit aussi votre motivation pourvu que la paix revienne chez nous. C'est le besoin primordial, la paix. Merci Jason. Merci Papa Président. Jason, merci beaucoup. Merci. Et je vais vraiment vous demander, au nom de ceux qui vous ont fait autant de mal, je vous demande pardon. Merci. Vraiment pardon du fond du cœur. Je ne sais pas si je n'étais même pas au courant de toute cette violence exercée sur des enfants, mais je crois qu'il faut ouvrir une enquête et
sanctionner ceux qui ont porté la main sur les enfants. Merci, Papa Président. Et j'aimerais que vous dites aussi, que vous disiez aussi à mon protocole, que vous donniez plutôt les noms de tous les jeunes, comme votre camarade là-bas, qui ont eu des problèmes de santé, de blessures, pour voir comment est-ce que nous allons prendre ça en charge. Ça va, nous vous remercions sincèrement. Merci Jason. Que Merci, Dieu merci. te bénisse. Merci mon Pareillement. fils. Voilà. Mesdames et messieurs, je pense avoir fait le tour de toute la question de mon séjour ici. Je tiens encore à vous remercier les uns et les autres et à présenter mes excuses pour ne pas avoir rencontré le grand peuple de Béni. Quelque part, ça me réjouit que cela n'ait pas eu lieu parce que ça me permet au moins de protéger les gens, parce que tout le monde n'a pas le réflexe de porter le masque et peut-être qu'il y aurait eu des gens qui allaient être contaminés par quoi que ce soit. Donc, encore une fois, merci pour votre attention. Je compte sur vous pour véhiculer ce message auprès de toutes celles et ceux qui ne sont pas ici avec nous, pour leur dire en tout cas que le président de la République que je suis ne sera un homme heureux et comblé que le jour où cette violence sauvage et inhumaine sera complètement éradiquée de notre pays. Et je vais me battre de toute mon énergie pour que cela n'ait plus lieu dans notre pays. Et ensemble, nous pourrons nous tourner vers le développement de celui-ci. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Oui, vous vouliez dire peut-être pour terminer? Rapidement. Oui, parce que moi je vais Merci, encore Monsieur le ajouter un mot. Président. Ici, c'est Manzia, Manzia Vakinda Luvanzada Niel, 4e vice-président de la fédération UDPS Tshisekedi Butembo. Donc, concernant la sécurité, j'ai une solution que j'aimerais qu'on fignole avec vous en un lieu presque à l'absence d'une tierce personne. Oui. Bon, je suis en train d'aller à Butembo, suivez-moi, alors venez avec moi. Ça Merci va? beaucoup. Ok, Voilà. merci. Nous vous prions de vous lever. Son Excellence, Monsieur le Président. Quand il y a Voilà. Jason qui est le président du Parlement des élèves de Béni, qui, avec beaucoup de courage, a restitué ce qui s'était passé au moment où ils ont décidé d'investir la mairie pour faire entendre leur voix.